Je casse tous les stéréotypes qu'on peut avoir d'une victime de violence sexuelle. Sébastien Bouey est un colosse aux pieds d'argile. Lui, l'ancien rugbyman, le talonneur, toujours en première ligne. Mais quand il retire ses crampons, la plaie est ouverte, béante. Voilà, il me ramenait, il me violait, 5 minutes après il buvait le café avec mes parents. Lui, le mari d'une cousine, le confident, l'intouchable. C'était pas possible puisque c'était le pitre de la famille et tout le monde l'adorait. Sébastien a subi l'indicible entre ses 11 et ses 17 ans, en silence, en souffrance. J'étais mort émotionnellement, une anesthésie émotionnelle. Et c'est le jour du procès où les larmes ont recommencé à couler sur mon visage. Debout, digne, vivant, Sébastien rend hommage, dans Entre vous et moi, à l'enfant que personne n'a su protéger. Ce petit Sébastien était beaucoup plus courageux que moi. Je lui dis merci souvent d'avoir résisté toutes ces années. Grâce à son association, l'homme qu'il est devenu a voulu donner un sens à sa vie. J'ai l'habitude de dire, beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Bonjour, bienvenue sur Entre vous et moi et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Des interviews évidemment que vous retrouvez sur la vidéo d'Entre vous et moi. Vous likez, vous vous abonnez, vous laissez des petits commentaires, on y répond et évidemment des vidéos que vous pouvez retrouver en podcast sur vos plateformes préférées. Bonjour Sébastien Bouey. Bonjour. On s'est croisés il y a quelques semaines et on s'est dit tu, parce que de toute manière dans le sud-ouest on se dit tu, non? Oui, c'est facile. Ouais. Et dans le milieu du rugby aussi, puisqu'on Encore va plus. découvrir que tu connais bien ça. J'ai écrit cette phrase, tu as rejoint la mêlée et tu es revenu à la vie. Ça te parle ça? Ça dépend de quelle mêlée, mais j'imagine que c'est celle de la mêlée de la protection de l'enfance, la mêlée des victimes, les frères et sœurs de banquise. C'est vrai qu'on fait une union. Et on est assez liés entre victimes. Du coup, la mêlée, c'est le lien entre les hommes. Et la force aussi, la puissance. Et voilà, plus on est nombreux, mieux c'est sur ce combat. La mêlée, évidemment, c'est pas anodin pour toi, puisque tu as été rugbyman, ça se voit, professionnel dans le sud-ouest. Combien de temps? C'était où? J'ai fait 30 années de rugby. J'ai commencé à 5 ans et demi. Chez nous, on a de suite le premier cadeau qu'on fait, le premier doudou, c'est un ballon de rugby. Et 5 ans et demi jusqu'à mes 36 ans. Et j'ai pu jouer à Dax. J'ai eu la chance en Pro D2, à Saint-Paul-et-Dax, où c'est mon club de cœur. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir être sélectionné en Côte Basque-Land, de pouvoir faire une finale au Stade de France, d'être en équipe de France amateur. Ça, c'est des souvenirs que, grâce au rugby, ils sont indélébiles en fait. Le rugby, c'est une famille. Même si aujourd'hui, le rugby, il est bafoué et ses valeurs encore plus. Mais je sais qu'il va se redresser. Et en tous les cas, cette famille-là, elle a toujours été là pour toi. C'est la seule qui ne m'a pas abandonné, comme je dis souvent. Effectivement, la famille du rugby, c'est un soutien. Et puis on se reconnaît. On se reconnaît, on a la tranche de l'emploi, comme physiquement, on dit. j'allais dire. Et voilà, on sait qu'on est rugbyman. Donc, Talonneur? Talonneur, 8, 3e lignelle. Enfin, Ok, donc devant, oui, voilà. Le gros dur, quoi. Le gros dur. J'ai écrit évidemment un colosse, c'est écrit là, mais un colosse aux pieds d'argile, on va comprendre pourquoi. Tu l'as écrit dans ton livre sorti en 2020, il y a 4 ans, et porté ensuite à l'écran. Et j'allais dire, un homme avec une telle carrure, on se dit qu'il est invincible, qu'il ne peut rien lui arriver. Et pourtant. Effectivement, je casse tous les stéréotypes qu'on peut avoir d'une victime de violence sexuelle. Un homme qui plus est rugbyman et qui dit apaisément qu'il a été violé, ça fait le sujet. Et effectivement, donc, j'ai moi-même été violé de mes 11 ans et demi. Je disais jusqu'à 16 ans et demi, mais j'ai des souvenirs derniers qui me sont revenus, donc c'est jusqu'à 17 ans et demi en fait que j'ai été violé. Le dernier viol a eu lieu à 17 ans quand il fallait. J'étais parti en apprentissage, j'avais fait un décrochage scolaire et j'étais parti faire cet apprentissage et les résultats du CAP tombaient avant l'été. Donc pour voir ces résultats, ce prédateur, il n'y avait que ma tante qui avait
le Minitel à l'époque. Et pour avoir le résultat, ben, en fait, il fallait que je fasse des choses. Et donc le dernier viol a eu lieu à mes 17 ans et demi, effectivement. Tu dis vol, on t'a aussi volé ta vie. Ouais, effectivement, mais c'est un schéma, malheureusement, et un impact que je retrouve chez beaucoup de victimes. Moi, à 11 ans et demi, le premier acte, je suis dans un état de sidération. Je rentre à la maison, je vomis, je me passe la tête sous l'eau et je me regarde dans la glace et c'est la dernière fois que je vais pleurer. En fait, on m'a volé mon émotion. Et de mes 11 ans et demi jusqu'au 29 mai 2013, donc où j'ai 34 ans, je n'ai pas pleuré. J'étais mort émotionnellement, une anesthésie émotionnelle. Et c'est le jour du procès où les larmes ont recommencé à couler sur mon visage. Et c'est beau. Et pendant 3-4 jours, en fait, mon corps se lavait, je ne comprenais pas. Je pleurais sans cesse. Les robinets étaient ouverts et je pense que le corps aussi avait besoin de se laver, d'évacuer. On va revenir à cette enfance, à ce petit garçon, j'imagine insouciant, qui est né dans un petit village près de Dax, dans les Landes. Tu as quel âge aujourd'hui? Ben, je fais 46 ans vendredi Eh prochain. ouais, faut accepter. Hein. Papa, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père était fonctionnaire, il était sur les parcs-mètres à l'époque, Ouais. et il a fini à la police municipale. Et maman? Et maman, elle a travaillé dans un lycée aussi, où elle faisait les ménages dans les lycées. Une grande famille, unie, avec de très nombreux cousins, cousines. C'est important qu'on souligne ça. Ouais. Quel est le souvenir le plus heureux de ton enfance avant ce qui t'est arrivé? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je pense que... Oh là là, c'est fou quand même. T'as tout zappé? Je suis incapable de te sortir le plus beau souvenir. Avant 11 ans. Je suis incapable de te le dire. C'est fou. Ça dit quoi, ça? Parce que je pense que j'étais tellement préoccupé à ne pas me faire, ne pas me faire démasquer. Parce je subissais cette manipulation de... Ça me perturbe cette question-là. Mon plus beau souvenir avant 11 ans et demi. Ouais. Ah si, peut-être... ah ouais, si, ma première Nintendo. Ou mon premier vélo. Mon VTT. Ou ma première carabine. Mais c'est matériel en fait. Tu te projettes là, justement, dans ces années-là? Tu regardes ça comment? C'était trop court, cette naïveté, cette insouciance? C'était un petit garçon qui finalement n'a pas existé? C'est un petit garçon qui a survécu, qui est devenu un clown pour masquer le mal, qui pleurait à l'intérieur mais qui devait avoir le sourire à l'extérieur, et qui avait besoin de se faire remarquer, pour dire j'existe, je suis là, alors que lui il nous tuait, il nous consommait à petit feu. Tu faisais du rugby à l'époque, tu allais à des cours de musique. Et le mari d'une de tes cousines te conduit chaque vendredi et vient te récupérer après les entraînements ou après l'école de musique. Il s'appelle Cricket. Quand je te dis Cricket, ça résonne comment, ce petit nom joli? Ce petit nom joli, c'est un monstre. Le Cricket, c'était le feu, puisque on était parti sur ce surnom, parce qu'il était petit comme les petits briquets Cricket, la marque Cricket. Et on a toujours des surnoms à la con dans le sud-ouest. Mais en fait, c'était le feu. Donc en fait, ce petit truc mignon qu'on essayait de se voler parce qu'ils étaient jolis, et à l'intérieur, c'est du feu, c'est du gaz. Et effectivement, ça résonne aujourd'hui. Je vais peut-être te perturber quand je vais répondre à ça, mais par rapport à mon passé, tout ce que j'ai vécu, mais surtout tout ce que je fais aujourd'hui,
je ne peux pas lui dire merci parce que c'est un peu abusé, mais je ne changerai pas une virgule de mon passé, tellement aujourd'hui tout ce qu'on fait, l'année dernière on fête les 10 ans de l'assaut, j'ai une petite fille avec sa maman qui arrive me voir, et elle me saute dans les bras, elle me dit tu m'as sauvé la vie. Ouais. J'en suis encore ému quand j'en parle parce que j'ai cette gamine là, dont bien sûr sa mère à côté elle était effondrée, mais voilà en fait tout est dit. Mais il y a combien de victimes comme ça qui sont venues me voir de tout âge, des hommes qui me chuchotent, le plus vieux il a 77 ou 18 ans, il est venu me chuchoter que lui aussi il avait été victime et il n'en avait jamais parlé. Donc honnêtement, bon, Cricket, je ne peux pas lui dire merci, mais je ne vais pas dire à cause de lui, je veux dire grâce à lui, aujourd'hui, je suis dans ce combat et je sauve des vies, on sauve des vies quotidiennement. Donc voilà, c'est tellement puissant ce qu'on fait aujourd'hui que ça efface le passé. T'imagines le chemin que tu as fait? Ah oui, oui, oui. Moi, la résilience, je sais ce que c'est, je pense. Cricket, il est drôle et gentil. Mm. Tout le monde l'adore au village. Et surtout tes parents, quand tu rentres de la musique, de cours de musique ou de rugby, il te viole dans la voiture. Et puis quand il rentre, il vient prendre un café avec tes parents et il papote avec tes parents. Et toi, t'es où là? Moi, je m'efface, je suis dans la chambre. Des fois, je suis sur le canapé dans mon coin. Mais effectivement, c'est terrible. Et en fait, mes parents, aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine pour eux parce qu'ils sont encore dans un sentiment de culpabilité. Parce que quand on apprend ça, moi j'avais beau leur dire que ça se passait comme ça, mais voilà, mais à aucun moment je leur en veux à mes parents. Parce que pour moi, je les considère comme les premières victimes de ce prédateur. Pour m'atteindre, il fallait bien sûr qu'il ait l'approbation de mes parents pour me transporter, la validation. Et donc c'était les premières victimes pour qu'il ait accès à moi. Et aujourd'hui, et depuis la création de l'assaut, quand on aide une victime, j'ai toujours voulu faire une approche systémique. Donc on aide la victime, mais on aide aussi les victimes collatérales qui sont les parents, bien sûr, quand ils ne sont pas les auteurs de ces actes. Donc voilà, il me ramenait, il me violait, 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. C'est terrible. Quand on apprend ça, et en plus, ils avaient vraiment confiance qu'en lui, donc il n'y avait que lui qui pouvait me véhiculer, personne d'autre. Ça montre la force voilà, de manipulation qu'ils ont de ces monstres. Ouais. Tu as 11 ans et demi la première fois dans la voiture. Et tu l'as dit il y a quelques instants, tu es mort émotionnellement. Comment tu l'as senti en toi? Tu te regardes dans ce miroir, tu pleures pour la dernière fois et tu disparais. Et là, la haine qui arrive, la boule au ventre, la gorge serrée, des sensations que j'avais des fois en entrant sur le terrain, c'était différent. Ouais. Mais cette gorge serrée, le goût presque du sang dans la gorge quand on a fait des efforts hyper denses. Et donc après, voilà, je tombe dans tous ces mécanismes d'autodestruction qu'on va mettre en place. Un mal qui va nous faire du bien, qui va nous apaiser, mais qui va faire beaucoup de mal aux autres aussi. Tu t'isoles. On s'isole, mais moi le rugby m'a permis, voilà, c'était ma bouée de sauvetage en fait. Et pendant toutes ces années de silence, j'étais accroché à cette bouée, je voulais surtout pas la lâcher, même si dans la jeune enfance, pendant ces viols, je savais très bien que c'est lui qui allait me ramener, et si je perdais cette bouée, mais en fait j'avais tout perdu, sur qui j'allais déverser ma haine. Alors au début je l'ai fait sur le terrain, pas dans les règles, après en dehors, où j'étais devenu très violent. Après il y a eu l'alcool, il y a eu le sexe, il y a eu l'argent, il n'y a pas eu la drogue, parce que je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui avec le recul, est-ce que tu cherchais à te détruire? Ouais, c'était entièrement ça. On ne se respecte pas en fait. On ne se respectait pas, on avait besoin de se faire du mal. Pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi je me suis laissé faire? Mais en fait, on est sidéré, on est tellement manipulé et menacé aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un rugbyman. L'homosexualité avec le rugby, aujourd'hui on nous fait croire que c'est, et le sport en général, on nous fait croire que c'est accepté, tous les problèmes d'homophobie que l'on voit aujourd'hui, nous ils nous menaçaient comme ça, si tu le dis, je dis à tout le monde que tu es un PD, on me disait à l'époque. Donc ça mettait encore un verrou supplémentaire sur notre parole, et
Et donc c'était hyper compliqué. Donc la rage, parce qu'on savait qu'il avait la main sur nous. Enfin, moi en tout cas, je savais qu'il avait la main sur moi. Et, parce qu'en plus, comparé aux autres, pendant le procès, j'ai appris qu'il était amoureux de moi aussi. Ça, c'était dur à entendre. Et donc je comprends après voilà, pourquoi il était aussi proche de moi. C'était sa défense aussi, non? C'était sa défense aussi, oui, ouais, comme l'avocat qui lui dit, bon, dites pardon. Voilà. Bon, bien sûr, on l'a pas accepté. Ce cercle vicieux, c'est-à-dire que tu restais en vie grâce au rugby, mais à chaque fois que tu allais au rugby, tu savais que tu allais être violée. Tu te dis quoi? Est-ce que finalement tu te sens pas, malgré toi, j'utilise ce mot volontairement, Ouais, je le vois bien. responsable? Non, parce qu'en fait, j'étais tellement passionné de rugby. Si j'avais arrêté brutalement cette discipline, sans raison, sans blessure, c'était un signal trop fort à envoyer. Comme faire la tronche à lui, c'était pas possible puisque c'était le pitre de la famille et tout le monde l'adorait. Donc on pouvait pas se fâcher avec lui. Donc il était vraiment invisible, lui, dans ce champ de violence. Et donc, non, je ne me sentais pas coupable ou complice ou ce qu'on veut de ces actes, puisque c'était ma façon d'être masqué, moi aussi, dans ce que je subissais, puisque je n'arrivais pas à parler. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on rentre pas à la maison en disant papa, maman, Cricket, il me viole? Pourquoi? Le sujet de la sexualité, hein, on arrive dans les années 90, il y avait la moindre scène de baiser à la télé, les parents ils se levaient pour aller faire un café ou aller aux toilettes. Et c'était un sujet qui n'était pas abordé en famille, qui était tabou, qui n'était pas abordé dans les collèges, dans les écoles, qui n'était pas abordé dans les clubs sportifs. Les médias ne s'étaient pas emparés. Aujourd'hui, c'est des affiches sur les murs, c'est les médias, on entend le sujet sur la table. Donc la prévention est là, la formation est là pour la détection des victimes et des signaux faibles ou forts qu'elle peut envoyer. Et avant, il n'y avait rien de tout ça. Le néant. Mais encore aujourd'hui, ce sujet tabou en famille, de la sexualité, verrouille la parole encore de beaucoup de victimes. Ouais. Parce qu'on n'ose pas parler, parce qu'on sait ce qu'on subit, mais les parents ne savent pas ce que c'est l'acte qu'on subit. Les viols ont duré de 11 ans et demi à 17 ans, ce que tu viens aussi de découvrir pas à pas, en fait. Et tu ne parles pas jusqu'à tes 30 ans, où pour la première fois de ta vie, tu vas ouvrir ton cœur à Corinne, qui à l'époque est ta femme, à propos de Mathieu, qui vient dans la conversation, parce que Corinne va te dire, tiens, Mathieu, pour une histoire d'anniversaire, pour mes 30 ans. Pour tes 30 ans, pose une question, est-ce que Cricket sera là? Oui, en fait, on s'est perdu de vue avec Mathieu depuis 8-10 ans et elle veut l'inviter, me faire la surprise qu'il soit l'invité de mes 30 ans. Et effectivement, il lui donne des conditions. Est-ce que Cricket sera là? Parce que s'il est là, moi je ne viens pas. Je le dis à Corinne et je lui dis, mais il est chez lui, il arrive, il revient et il pose ses conditions en plus. C'est tout à fait Mathieu, quoi. Il m'a dit, non, mais là c'est plus grave. Il m'a dit qu'il avait été violé. Je dis, ben ouais. Et, mais par Cricket. Et je dis, ben ouais. Elle me dit, mais t'as pas l'air étonné. Je dis, ben non, enfin, c'est un truc si grave, il va pas mentir, Mathieu, je le connais. Et donc j'arrive à noyer le poisson comme ça, et sur le coup, ben, je suis dans le coin de mon canapé, et je sais pas, j'ai un truc qui se lâche là, je dis, putain, je vais pouvoir parler, je suis pas tout seul, on va me croire. Et donc la nuit, bon, je fais une nuit blanche, bien sûr. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, bon, je viens d'avoir Mathieu, là, elle m'a raconté comment ça se passait. Je dis, ben dis-moi. Et là, au téléphone, elle me racontait mon histoire, en fait. Et ça se passait pareil. Et donc, ben, je rentre et je lui raconte tout ce qui s'est passé pour moi. Et là, de suite, ben voilà, c'est le drame. Et par la libération de ma parole, elle aussi va libérer sa parole parce qu'elle avait subi des agressions sexuelles par son grand-père paternel. Elle n'en avait elle aussi jamais parlé. D'où les difficultés qu'on avait d'avoir un enfant, puisqu'elle avait développé de l'endométriose. Cette endométriose chez les femmes qui est souvent
Bien sûr. voilà, suite à un traumatisme. Et donc, on galérait à avoir un enfant. Et bon, après, on a réussi à avoir notre Louis. Et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est l'élément déclencheur, cet anniversaire et cette invitation. Les verrous voilà, s'ouvrent Mm. au fur et à mesure. Tu n'as jamais su, toi, que Mathieu vivait la même chose, au même moment. Vous ne vous êtes jamais parlé. Il y a une troisième victime. On était 3 gamins inséparables. Et je vais voir le troisième et je lui dis ben voilà ce qui s'est passé pour Mathieu, pour moi, pourquoi pas toi? Et là il me dit que lui aussi. Mais c'était pas des viols. Et je lui dis c'était pas des viols, je précise, parce que malheureusement à l'époque la loi n'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui ça aurait été considéré, les actes qu'il a subis ça aurait été considéré comme un viol. Malheureusement lui, les faits étaient prescrits et il n'a pas été reconnu comme victime par la justice. Et donc après, ben, voilà, la machine est lancée. Et, mais bon, c'est là où je vois ce que c'est après, je découvre ce que c'est d'être victime dans une famille. Comment tu as vécu entre tes 16 et tes 30 ans, ce moment où tu libères ta parole? Comment ce jeune homme survit? Par les excès. Par, on était, avec Mathieu, on était extravertis. La troisième victime, lui, était intraverti. Je fais un décrochage scolaire, ce qui m'a sauvé la vie presque, je dirais aussi. Du coup, à l'époque, eh bien, tu pars en 4e techno et c'est ça qui m'a sauvé puisque j'ai dû après faire un stage dans une entreprise. Et du coup, cette entreprise, le stage s'est bien passé, ils m'ont embauché en tant qu'apprenti. J'avais 15 ans et demi, j'ai fait 22 années dans cette boîte. J'avais besoin d'un cadre. Mathieu, lui, il était parti dans l'armée parce qu'on a besoin d'être. On avait besoin d'adultes pour nous cadrer, même si les adultes nous avaient violés, mais on avait besoin d'un cadre parce qu'on partait trop dans tous les sens. Et donc, eh bien, je vis malheureusement avec ces mécanismes-là, donc la violence, mais on était devenus des fous en fait. Tu te tapais? On tapait, on se bagarrait, mais ça m'a coûté Des gardes à vue, j'imagine. des gardes à vue, oui, mais en fait on arrivait à s'arranger puisqu'on payait, je remboursais les dents, je remboursais les lunettes, les nez, Ah oui. voilà, mais c'était violent. Et en fait, on s'était même retrouvé avec la troisième victime à courir dans la rue avec des haches à la main. Waouh. Des mecs qui nous avaient tapé sur la voiture et bon, on avait fait du bois, chez nous on fait du bois beaucoup pour se chauffer et j'avais tout le matériel dans la voiture. Et en passant, ils nous ont tapé à la voiture et on a pris, on n'avait pas la tronçonneuse, mais là, pour vous te dire, en fait, on n'avait rien qui pouvait nous faire peur, quoi. Et on était fous. Et là aussi, il a fallu que je prenne une vraie branlée, où je suis resté sur le carreau, je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais branché de partout, j'avais pris un coup de couteau dans le dos. Et c'est là où j'ai dit, ouf, là, mec, il va falloir tirer le frein à main parce que là, tu vas pas t'en sortir si tu continues comme ça. Donc c'est toujours la justice qui m'a mis un stop. Après, ça a été ça. Bon, après, bien sûr, il y a eu le sexe où on multipliait le conquête pour se prouver qu'on était hétéro et pas homo, comme ils voulaient nous le dire, hein, et nous faire croire en tout cas. Et après, il y a eu l'argent. Parce que dès que j'ai commencé à jouer, à être apprenti et en jouant à l'équipe première, eh bien, je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à l'époque dans le rugby. Eh bien, je touchais cet argent, plus l'argent de mon métier, et je me suis mis au casino. Et là, je suis devenu addict. En fait, tout ce qu'on fait, on n'est pas borderline, comme je dis souvent, on est jusqu'au boutiste. Et le casino, aujourd'hui, je suis encore interdit de casino. C'est moi qui suis allé me faire interdire, par contre. Et là, encore une fois, c'est boum. C'est la justice qui met un stop à ces addictions. Et tant mieux. Et donc, c'est aussi la justice qui met un stop à ma douleur quand ils me reconnaissent comme victime. Parce que tu sens que c'est là. Tu sens que ça te poursuivra à vie, ce saut possible dans le vide. Ah oui, oui, oui. Et honnêtement, il n'y avait pas dans le rugby à l'époque toute la cocaïne qu'on peut voir aujourd'hui. Si à l'époque il y avait eu la cocaïne, j'en parlais avec un pote dernièrement, je ne serais pas là, j'en suis persuadé. Tu voulais mourir? Jamais. J'ai jamais eu. Par contre, j'avais envie de le suicider à lui, par contre. J'avais mis mon petit plan, je voulais l'assommer, le mettre sur des rails
Et voilà, ça passe incognito. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es jamais passé à l'acte? C'était trop compliqué, et puis j'ai parlé entre-temps, parce qu'en fait quand je parle, j'étais vraiment arrivé au bout du mensonge. Ouais. Dans ma vie d'adultère, et le mensonge de cacher ce que j'avais subi. Donc heureusement que j'ai parlé, après je peux pas le savoir, mais ouais, ça commence à être lourd à porter. Papa, maman n'ont jamais vu. Ils te voyaient souffrir, ils voyaient leur gosse dériver. Comment tu expliques ça aujourd'hui? Non, après mes parents ils se sont séparés, donc j'étais après au soutien de ma mère longtemps. En fait, moi j'avais toujours que le mal, c'est-à-dire ma mère en totale dépression. Et aujourd'hui, j'ai pas honte à dire que si elle est en vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Parce qu'elle était partie dans des dérives aussi, tellement qu'elle était dans la peine. Tu aidais les autres pour ne pas regarder qui tu étais finalement, cette souffrance-là. Oui, mais du coup, ça fait la personne que j'étais. Et aidant, bienveillant avec les autres. Mais je m'oubliais, effectivement. Je m'oubliais. Sauf sur le terrain. Je n'étais pas égoïste, mais en fait, je savais que voilà, que j'étais un bon joueur, j'ai toujours été capitaine des équipes dans lesquelles je jouais. Et voilà, c'était ma part à moi, en fait. C'était le moment où moi, j'étais. Enfin, c'était recentré sur moi, même si c'était un sport d'équipe. Ça t'a sauvé, le rugby. Bah ouais, mais totalement, totalement. Pour rester vivant, tu t'es muré dans ton silence. Comment pouvais-tu vivre aux côtés de ton violeur, qui était lui, là, en liberté, j'imagine, tout près de la maison? Et on fait avec. Voilà, bon, moi j'avais souvent la connerie dessus, j'étais aussi un pitre dans ma famille. On animait pas mal les repas de famille. Et bien sûr, il était tout le temps à côté de moi. Et je me rappelle les photos, quand je suis allé porter plainte, ils m'ont demandé des photos de famille, justement, des repas de famille. Et petit, en fait, quand on regarde la photo, je suis en arrière-plan, et on voit ma tristesse, en fait. Et, euh, et ça, personne ne le remarquait. Et on mettait ça peut-être sur l'âge bête à l'époque. La préadolescence Fais la et gueule, l'adolescence, voilà, ouais, voilà, l'ado rebelle. Et, euh, et lui, je faisais avec, mais j'étais obligé de constituer comme ça, en fait. Ces repas de famille, je savais qu'il allait être là, qu'il allait être tout le temps à côté de moi. Et un des derniers repas de famille qu'on fait, on part à la montagne entre cousins, cousines, et on est à table. Et bien sûr, lui il est au bout de table, moi je suis à côté. Et je lance le sujet de la pédophilie, pour voir comment il allait se positionner. Et le plus outré de la table, c'était lui. Et t'as pas envie de lui foutre Ah, un mais coup là, de poing j'avais dans la envie de le gueule? déglinguer. J'avais la colère. D'ailleurs, je m'étais battu après. On était sortis, je m'étais battu comme un chiffonnier tellement que j'étais en colère. Mais lui, tu l'as pas touché. Et non, mais je pouvais pas. On pouvait pas, en fait. Et tellement qu'il était gentil et apprécié de tout le monde. Finalement, c'est la justice qui va prendre le relais. Grâce à toi, et le rouleau compresseur s'enclenche. Tu portes plainte en 2009. La famille explose. Une partie te tourne le dos. Comment tu as pu faire exploser cette famille? Comment tu as pu foutre le bordel? En gros, c'est ce qu'on te reproche. Ouais, le reproche, ouais. T'as attendu 20 ans, qu'est-ce qui nous fait chier avec ça maintenant? Tu vas quand même pas porter plainte pour le nom de la famille. Là aussi, il n'avait pas les codes. Et effectivement, ça a été très très compliqué parce que voilà, moi j'étais très famille, on était soi-disant très soudés. Et c'est vrai que ça a été une partie douloureuse de ma libération de la parole. De cette période-là, je suis tombé en dépression, j'ai pris beaucoup de poids et j'ai arrêté le rugby. C'est la première fois que j'ai arrêté le rugby depuis mes 5 ans et demi. C'est là où j'ai commencé à avoir des regrets. D'avoir Et parlé? d'avoir parlé, parce qu'en fait je me suis retrouvé tout seul, j'ai tout perdu sur le coup. Et je me dis mais pourquoi en fait? Alors que j'étais toujours au soutien de tout le monde. Ouais. Et là, moi je m'attendais à avoir ce soutien-là.
Alors, attention, il y en a certains qui m'ont soutenu quand Tes même. parents? Mes parents, les premiers, mais dans la famille, il y en avait quelques-uns. Mais c'était une poignée, c'était à la marge par rapport à la grande famille qu'on était. Mais ça, c'était un schéma que je retrouve chez beaucoup de victimes, malheureusement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut aider les collatéraux. Les gendarmes ont tout de suite cru ta plainte, tes mots? Ouais, je le répète souvent, j'ai eu de la chance dans mon parcours de victime. J'ai eu de la chance et ça ne devrait pas être une chance. Mais le fait d'être une victime atypique, peut-être qu'ils ont eu un peu plus d'empathie. Oui. Je sais pas. Et effectivement, Fred, il me dit, mais ouais, mais t'es une victime qui sortait du... Enfin, c'est des stéréotypes, quoi, en fait. C'est qui, Fred? Alors Fred, c'est mon avocat, Fred Launay, c'est devenu mon parrain, c'est mon pilier dans ma résilience. Voilà, c'est un homme qui compte aujourd'hui beaucoup, beaucoup pour moi. Il est toujours là, peu importe les circonstances, il sera toujours là. Je suis ému quand je parle de lui parce que je l'appelais mon second père. Et bon, on n'en a qu'un père. Et, c'est pour ça que je l'ai demandé en tant que parrain. Il a accepté, bien sûr. Je peux lui dire tout ce que je veux. Il trouvera toujours les bons mots pour me... Lui, il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. 4 ans de procédure, 3 jours de procès à Mont-de-Marsan. Et puis le 29 mai 2013, ton agresseur est condamné à 10 ans de prison. Tu dis qu'au tribunal, c'est le plus beau jour de ton passé. J'existe enfin en tant que victime. La honte change de camp. Rendre visible l'invisible, notamment pour tes parents qui ont enfin vu et su. Ouais, c'est exceptionnel. Et je reviens sur le tournage du téléfilm. Il m'a fait revivre le plus beau jour de mon passé. Et la veille, je suis chez ma mère, je suis avec ma compagne et je m'effondre en larmes. Et Clémentine me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, mais en fait, je suis ému, mais je lui dis, tu te rends pas compte le jour que ça va être demain de tourner ce procès, Cette scène. tellement que pour moi, il a été sauveur. Et c'était fou, cette émotion qui m'a prise, qui est montée. Et le jour du tournage, mais qu'est-ce que c'était beau. Oh là là, ça fait du bien de pleurer. Alors moi, je suis une éponge, donc... Mais non, mais voilà, c'était beau malgré, tu vois, le truc. Mais moi, je trouve quelque chose de beau et voilà, Est-ce c'est que exceptionnel. c'est le début d'une renaissance? Ah oui, mais c'est Ouais. le coup d'envoi de ma résilience, ce procès. Ouais. C'est vraiment là où... mais effet immédiat. Ah oui. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, mais ça a été un effet immédiat sur moi. Je suis sorti de ce tribunal, 22h30, mais j'avais perdu 10 kilos. Et j'étais d'une légèreté, et en suivant, on va fêter ça, on fait une troisième mi-temps. Évidemment. Forcément, il y a des passages obligatoires. Et j'annonce, j'ai dit, je vais créer une asso, parce que ça avait mûri pendant ce procès. Ouais. Je vais créer une asso pour aller les mercredis sur le terrain, voir les gamins sur le comité Côte-Basque-Land. Et il m'a dit, ouais, allez, toi encore, avec tes projets. J'ai dit, vous verrez. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Tu vois Cricket dans le box des accusés. Tu l'entends, j'imagine, se défendre comme il peut. Il explique qu'il est tombé amoureux de toi. Comment tu le regardes, cet homme? Je le regarde pas. Je le regarde pas des 3 jours. Je le regarde avec Mathieu, on se lève quand on entend le cliquetis des menottes. Et on se lève et là on le regarde. Et là on lui dit, là, c'est nous qui t'avons eu là quand même. Tu Donc, lui parles? Non, jamais. Non, impossible. Et lui s'est excusé, c'est ça? Oui, c'est tellement simple. C'était Très bien. risible la scène en fait. Et on voyait que c'était pas sincère en plus. Surtout que lui, bon, on a appris plein de choses. Il avait couché avec sa sœur. Il avait eu une relation homosexuelle suivie avec son frère. Bon, il m'avait violé, Mathieu. Tout le monde savait que cet homme-là Ah, c'était un monstre. Ouais. était un monstre. Est-ce que quand tu étais assis là,
Tu as repensé à ce petit bonhomme. Ouais, et je lui parle souvent à Sébastien, au petit Sébastien. Ouais, je, 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 je lui dis merci souvent de- d'avoir existé toutes ces années Oui. et de m'avoir permis d'être le Sébastien que je suis aujourd'hui. C'est, ce petit Sébastien était beaucoup plus courageux que moi. Et, euh, et ouais, il en a vécu des choses, mais aujourd'hui, c'est grâce à lui si je suis là. En tout cas, il devait être fier du grand Sébastien qui était ce jour-là au tribunal. Je l'espère. J'en suis persuadée. Parce que c'est grâce à C'est toi. chiant de faire pleurer, quoi. Ouais, c'est chiant. Hein. Tu as un tatouage qu'on voit Oui, d'ailleurs j'ai dans quelques-uns, le... ouais. Qu'on voit. Plusieurs, ok. Mhm. Il y en a un qu'on voit dans le téléfilm. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ça Ouais. veut dire quoi? Ben, grâce à ce... Tu vois, j'ai dit grâce. Ouais. Euh, grâce à ce que j'ai subi, et tout ce que je vis aujourd'hui, voilà, intervenir dans tous les rom-coms, faire bouger les lignes là-bas, proposer des lois ici en métropole pour renforcer la protection de l'enfance, donner un coup d'envoi au Stade de France, intervenir dans la Tour Eiffel, être reçu à l'Élysée. Enfin, c'est des choses que je n'aurais jamais pu imaginer, même avec les plus grands rêves. J'ai l'habitude de dire, beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants, la nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Ouais. Mais en fait, tout est dit dans cette phrase. Quand on voit le bien qu'on fait autour de nous, ben voilà, c'est magique. Est-ce que tu es capable de dire que grâce à cette épreuve, peut-être ta mission de vie aujourd'hui est de sauver d'autres enfants? Oh, ben c'est totalement ça, oui, oui. Oui, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Euh, sans ce passé, tu ne serais pas là. Exact. Sans ce passé, Tu me ferais pas pleurer. je te ferai pas pleurer. Mais sans ce passé, tu verras que quand tu vas publier ta vidéo, ton interview, on aura systématiquement des victimes qui vont nous solliciter. Donner un sens à ce qui n'en a pas, j'allais dire que ça vaut 1000 douleurs, je crois. Ah ouais, Ouais. on a les yeux rouges là. Dans ton sillage, et j'ai le maquillage qui va couler, dans ton sillage, une cohorte de fantômes de victimes vont pouvoir retrouver un filet de lumière et d'espoir parce que ces chiffres sont implacables, c'est toi qui les donnes. 80% des violences sexuelles arrivent avant 18 ans, pour 50% d'entre elles avant les 11 ans. Dans 94% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Les filles sont concernées, mais on l'oublie aussi. Les garçons, tu en es la preuve vivante. En juin 2013, le colosse au pied d'argile sort de terre. Et ça, c'est ton bébé, c'est ça? C'est mon bébé. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Hein. Donc moi je vendais des pièces industrielles de poids lourds. Moi j'arrive sur la protection de l'enfance. Sans tous les professionnels autour de moi, ben, je n'en serais pas là. Sans une équipe, un CODIR hyper investi, j'en serais pas là. Une quarantaine de personnes aujourd'hui. Quarantaine de personnes, effectivement. 60 avec le conseil d'administration. Jamais j'aurais imaginé en faire mon métier. Et là aussi, le courage qu'a eu Sébastien qui m'a transmis, c'est de tout plaquer. Plaquer le rugby, plaquer mon métier. Alors que j'étais, et je suis encore amoureux de ma boîte. Décidément, c'est un sacré mec ce petit Sébastien, non? Ouais. Ouais. Ouais, il était courageux. Parce que là, l'idée c'est que tu sensibilises le grand public dans des écoles. Ce sont quoi tes missions au quotidien? Alors les missions, c'est de la prévention, donc dans le milieu sportif bien sûr, mais éducatif aussi. Et la formation surtout. Sur les professionnels qui encadrent les enfants pour les emmener dans une veille collective sans tomber dans la parano. Mais là où je suis encore plus courageux, je pense, c'est que j'interviens maintenant face aux auteurs pour éviter la récidive, toujours dans un schéma de protection de l'enfance. En prison. Alors en détention, je l'ai fait face à des adultes, mais aujourd'hui on travaille aussi face à des mineurs et on intervient face à ces gamins qui ont commis des violences sexuelles, qui ont été condamnés. Mais ces interventions permettent aussi de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et la majorité sont dans la reproduction en fait.
et ils reproduisent les actes qu'ils ont subis. Et c'est là où il y a de gros enjeux sur la prévention. Donc il faut vite aller sensibiliser le maximum de gamins dans les écoles de sport, de rugby, dans l'éducation, pour permettre à ces gamins, de savoir identifier ses parties intimes, de savoir se protéger, de libérer la parole. Du coup, on évite qu'un traumatisme s'installe trop longtemps chez un individu et mette des années à être réparé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violences sexuelles qui sont commises de gamin sur gamin. Tu as eu peur de ça pour toi? À aucun moment. À aucun moment j'ai eu la moindre attirance ou la peur de basculer, de reproduire, mais à aucun moment, au contraire, justement, si je reviens sur les photos que j'ai données aux gendarmes pour l'enquête, on me voyait toujours avec les gamins de la famille dans les bras. Ils m'appelaient le gros bébé en plus, donc j'étais là dans un schéma de protection parce que je savais qu'il était là, le monstre. Et en fait, ils étaient tout le temps autour de moi et voilà, j'étais leur garde-fou. Et il y a un numéro important, le 119. Le 119 pour les enfants. Enfants sans danger, si jamais, Oui, et quoi qu'il se passe. l'impact du téléfilm sur le 119, pendant 3 jours consécutifs, ils ont pris plus de 20% d'appels. D'où l'importance de communiquer sur le sujet. Le film, en 2023, porté à l'écran, avec, dans ton rôle adulte, un certain Éric Cantona. Bon, il a la carrure. Hein. Il y a le caractère aussi. Le caractère. En quoi Éric Cantona était la bonne personne pour t'incarner? En fait, le producteur, quand il me dit voilà, j'aimerais adapter ton téléfilm, ton livre, pardon, qui c'est que tu imagines incarner ton rôle? De suite, il pense à Moscato. Ouais. Voilà. Et je lui dis non, mais moi, j'imagine bien Éric Cantona. Il me dit ah bon, pourquoi? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense qu'on a le même caractère. Et il me rappelle 2 mois après, il me dit bon, j'ai 3 nouvelles à t'annoncer. La première, on va le tourner à Dax. Wow. Exceptionnel chez moi. Donc j'ai plein d'amis qui ont participé, qui sont figurants. La deuxième, c'est TF1 qui prend le téléfilm. Et nous, on voulait vraiment rentrer dans un maximum de foyers. On voulait que ça soit un outil puissant de prévention. Bon, c'est réalisé avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Et je lui dis, la troisième, il me dit, il a dit oui. Je lui dis, alors, tu es en train de me dire que je vais rencontrer Éric Cantona? Il me dit, oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, il vient faire des essais. Et il faut que tu sois là pour le rencontrer. Et il y a une photo chez le producteur. Là. Il est appuyé comme Macron, il va être content quand on entend ça, sur la table. Et comme ça, là, et il me regarde, mais on était tellement impressionnés, il me l'a avoué après, mais moi j'étais impressionné de le voir, mais il me dit, mais moi j'étais encore plus impressionné de te voir, parce que de voir la personne que tu dois incarner, et d'être là, la première rencontre, c'était d'une humilité, et c'était hyper sensible, hyper presque sensuel. C'était un moment suspendu, où tu as 2 taureaux qui se rencontrent, mais qui sont dans une douceur, et c'était une très très belle rencontre. Et tu es consultant sur le film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais dans l'oreillette, tu étais dans l'ombre d'Éric Cantona? Oui. Je suis sur l'adaptation du livre, de A à Z, un maximum de temps sur le tournage. Je voulais pas que ça soit du pâteau où on voit les actes, ça n'a rien à voir. Même les mots, j'en ai supprimé pas mal, parce que les silences ne font pas tous le même bruit. Et de ne pas dire des mots, des fois, les gens leur imaginaire va même aller peut-être au-delà de la réalité. Mais par contre, il y a quelque chose que je veux rectifier sur le téléfilm, c'est que sur le téléfilm, on voit Éric qui tabasse l'agresseur. Bon, ça, chez lui. On l'a déjà dit, mais voilà, je ne l'ai jamais fait. T'aurais aimé. Donc ça, c'est romancé. Ah oui. Là, il a réalisé un rêve. Le pauvre cascadeur, en plus, il lui a cassé le radius. Il a encore un bon pied droit. Parce que justement, tout se joue aussi dans les silences. Et c'est ce que tu as vécu. Cette parole qui ne sortait pas, ces mots qui ne sortaient pas. Ouais. Et ça, c'est pour faire comprendre aussi à des potentielles victimes
que dans les silences se dit la douleur. Ouais, oui, bien sûr. Et hier soir, j'intervenais pour une fédération et bon, je me présente, je compte 18 secondes de silence. Et chape de plomb dans l'hémicycle. Et là, j'enchaîne. Je lui dis, ben voilà, moi, c'est 18 secondes de silence, moi, c'est mes 18 ans. Donc, vous imaginez la lourdeur rien que sur 18 secondes. Imaginez pour une victime les 18 années que c'est. Et en fait, ça les a impactés et du coup, ils ont compris en fait que c'était des silences étaient lourds. Et malheureusement, à chaque fois, tu vois dans l'assemblée d'enfants ou de jeunes adultes, Ou d'adultes. le petit Sébastien. Tu en repères toujours au moins un, c'est ça. C'est incroyable. Encore hier, j'ai 2 victimes qui sont venues me voir à la fin de mon intervention. On était une cinquantaine. Hein. Mais 2 victimes hommes, en plus, Adultes. adultes, qui se sont livrés pour la première fois pour certains. Voilà, ça fait 11 ans que c'est comme ça. Et si les actes sont prescrits, puisque la parole sort trop tardivement, est-ce que le fait de verbaliser l'acte et de dire « moi aussi, ça m'est arrivé », est-ce que ça c'est le début de la réparation? Bien sûr. Ça permet aux victimes de conscientiser qu'elles sont victimes et de parler du coup, de libérer la parole. Mais nous, on encourage, quoi qu'il en soit, à écrire au procureur, même si c'est prescrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui ont évolué, il y a des prescriptions glissantes. Et le procureur, il peut trouver une autre victime du même prédateur. Et du coup, si c'est fait pour cette deuxième victime ne sont pas prescrits, ça bénéficie à la victime qui est prescrite. Donc aujourd'hui, il faut écrire, il faut parler, mais il faut surtout être accompagné. Parler à sa copine, c'est pas une psy ou à son copain, c'est pas. Voilà, il y a des associations, il faut parler. Tu évoquais le tabou du sexe, de la pédophilie en famille. C'est également vrai dans le milieu du sport. Et je sais que tu as passé un énorme coup de gueule pendant les JO. Tu voudrais qu'on en parle davantage? Alors, en parler, c'est bien, mais il faut que ça soit fait de façon efficace. Ouais. Quand on voit les sportifs aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes, de followers qu'ils ont sur leur compte Instagram, ça peut être un outil de prévention énorme, parce qu'en général, ce sont des jeunes qui les suivent. Et voilà, en relayant des messages, je pense qu'eux aussi, ils pourraient rentrer dans la protection de l'enfance, rien qu'en relayant des messages. Alors, il y en a qui sont investis, attention, hein, beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le ministère des Sports peut-être pourrait appuyer aussi sur cette démarche-là, mais c'est pourtant pas grand-chose. Pour eux, c'est pas grand-chose, et ça peut sauver des vies surtout. Je vais tout de même te poser la question. Ton agresseur a recouvré la liberté, j'imagine. Il est sorti. Tu y penses à ça? Je pense à mon père. J'ai pas envie qu'il le croise. Tu l'as croisé, toi, à nouveau, un jour? J'ai cru sur le quai de gare de Bordeaux. Et bon, c'était pas lui, heureusement, mais j'ai eu immédiatement la boule au ventre. Donc, je fuirai. Ouais, parce que j'ai pas envie de partir en prison. Il a fait tellement de mal quand même. Mais non, j'ai pas envie de le croiser. Déjà, quand je croise sa famille, c'est compliqué. C'est ce que tu crains pour ton papa, justement, c'est ça? Ouais, j'ai peur. Un acte... Qui est un acte irréversible. Et la liberté pour ce type de personne, c'est comme ça, c'est la loi. Oui, oui, c'est la loi. Il a pris 10 ans, il en a fait que 4 ans et demi, il est dans ses droits. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il est allé travailler sur le bassin d'Arcachon dans un camping. Et là, je ressollicitais tous les nouveaux ministres. Et le ministre de la Justice, bien sûr, je lui ai dit, expliquer que c'est pas normal qu'on extrait un prédateur condamné de la prison,
avec un bracelet électronique et qu'on va le mettre dans un milieu où c'est un vivier d'enfants. Donc là, il y a un trou dans la passoire. J'ai dit un trou dans la passoire. Dans la raquette C'est un- Dans la raquette. Mais c'est pareil, moi je suis comme ça. Hein. Je crée des expressions. Dans la raquette, putain. Allez. Moi j'aime bien un trou dans la passoire. Non, là, on se fout de ma trompe. Ton mot préféré? Mon mot préféré aujourd'hui, c'est résilience. Celui que tu détestes? Mensonge. Tiens. Ton gros mot préféré? Putain. Ouais, avec l'accent. Putain. Putain. Alors, je le dis souvent, hein, putain, si j'avais su. Et aujourd'hui, c'est ma nouvelle philosophie. C'est que j'ai pas envie de rentrer chez moi en me disant putain, si j'avais su. Donc, c'est ne pas avoir de regrets. Mais ça marche pour tout. Hein. En un mot, si c'est possible, il aurait fallu quoi à ce petit Sébastien pour qu'il parle? De la prévention. J'en suis certain. Forcément, j'aurais compris au moins que j'étais pas coupable, que j'étais victime et que ce que je subissais, c'était pas normal. Tu passes ta vie à le faire maintenant. Je passe ma vie à le faire. Merci. Ça fait pleurer, bordel. Bah ouais, c'est... Merci. Non, c'est chouette. Tu verras que quand tu vas publier ta vidéo, ton interview, on aura systématiquement des victimes qui vont nous solliciter. Encore hier, j'ai 2 victimes qui sont venues me voir à la fin de mon intervention. Si vous aussi, vous êtes ou avez été victime, ou si vous pensez connaître une victime mineure autour de vous, composez le 119 ou contactez l'association de Sébastien Boueil, Colosse au pied d'argile, sur le site www.colosse.fr. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées. Dis bonjour avant de t'introduire, avant que Dominique te dise bonjour, elle va terminer comme ça. Elle nous dit, Donc, Toi, si c'est pour, t'es border, toi, hein, m'introduire. c'est pour voir comment tu réagis.